Le bombardier B-17, surnommé la « forteresse volante », était un imposant bombardier lourd à 4 moteurs utilisé par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Conçu pour le bombardement stratégique à haute altitude, il pouvait transporter une lourde charge de bombes sur de longues distances. Équipé de 13 mitrailleuses réparties sur son fuselage, il pouvait encaisser de lourds dégâts. Cependant, malgré ses capacités impressionnantes, voler dans un B-17 était une expérience terrifiante, extrêmement dangereuse et terriblement inconfortable, chaque mission étant un voyage aller-retour en enfer pour les équipages. Nous allons décrire les dangers auxquels étaient confrontés les équipages de ces machines lors de missions presque suicidaires, les raisons pour lesquelles voler à leur bord était si horrifiant, et le courage immense des équipages qui payaient souvent un lourd tribut. À son apparition, le B-17 était une véritable merveille technologique pour son époque, bien plus grand que les autres avions de l'époque avec des capacités largement supérieures. Mais pour l'équipage, chaque seconde à bord était loin d'être confortable ou sûre, certaines positions dans l'appareil étant particulièrement terrifiantes. Le B-17 était conçu pour voler à une altitude de 5500 mètres, mais il n'était pas pressurisé. À cette altitude, l'oxygène est inexistant, obligeant l'équipage à porter des masques à oxygène. Les températures pouvaient chuter jusqu'à -60°C à l'intérieur de l'avion, obligeant les équipiers à porter des combinaisons de vol électrique pour rester au chaud. En cas de blessure, le sang pouvait littéralement geler à la sortie de la plaie, parfois empêchant un soldat de se vider de son sang. Cependant, il n'était pas rare que ces combinaisons tombent en panne ou soient endommagées, exposant les équipiers à un manque critique d'oxygène ou à de graves gelures. Un vétéran raconte qu'un membre d'équipage privé d'oxygène tombait simplement endormi, sans aide, mourait en 5 minutes. Les gants étaient indispensables, car toucher une surface avec les mains nues arrachait instantanément la peau. Les mitrailleurs, lorsqu'ils devaient dégager un enrayage, pouvaient facilement perdre un doigt à cause des températures extrêmes, et beaucoup souffraient de gelures. Le B-17 était un avion très stable pour son époque, et les équipages apprenaient à voler en formation serrée pour se protéger mutuellement des chasseurs ennemis. Cette formation permettait des champs de tir croisés, créant une boîte protectrice de mitrailleuses contre les chasseurs adverses. Cependant, les équipages disaient que la partie la plus difficile de la mission était de rejoindre cette formation. Des dizaines d'avions décollaient à intervalles de seulement 30 secondes, l'un terminant son décollage pendant que le suivant commençait déjà. Lors des entraînements pour voler en formation, jusqu'à 2800 aviateurs perdirent la vie dans des accidents. Le plus grand danger restait le tir antiaérien ennemi, mais certaines positions dans l'avion étaient particulièrement dangereuses et terrifiantes, même sans présence ennemie. Les défenses antiaériennes allemandes étaient très efficaces, leurs canons antiaériens et leurs pilotes de chasse étant responsables de nombreuses pertes de B-17. Le canon flak de 88 mm, connu pour sa précision et sa puissance destructrice, pouvait tirer des obus jusqu'à 9000 mètres, bien dans la plage d'altitude des B-17. Ces canons étaient concentrés autour de cibles stratégiques comme les grandes usines et les villes clés. Les obus flak explosaient à une altitude prédéterminée, dispersant des éclats dans un large rayon. Une frappe directe était dévastatrice, mais même un tir proche pouvait perforer le fuselage, les ailes ou les surfaces de contrôle, causant des dégâts importants ou neutralisant des membres d'équipage. L'imprévisibilité des obus flak exerçait une pression psychologique terrible sur les équipages, qui ne savaient jamais quand ils entreraient dans un nuage de flak ou si un obus toucherait leur avion. Voir un avion ami touché, tombant ou explosant en plein vol, surtout si des bombes ou du carburant étaient touchés, était une expérience brutale, tout en se demandant si l'on serait le prochain. Mais un danger encore plus grand venait des chasseurs allemands, comme les Messerschmitt Bf-109 et Focke-Wulf Fw-190, alertés par des stations radars et envoyés pour intercepter les formations de bombardiers. Ils attaquaient en vagues coordonnées, visant le cockpit et les moteurs en attaque frontale, ou exploitant les angles morts par des attaques arrière ou latérales. Équipés de canons de 20 ou 30 mm et de mitrailleuses de 7,92 ou 13 mm, ces chasseurs étaient particulièrement redoutés et pouvaient infliger de graves dégâts au B-17. Initialement,
Les Alliés pensaient que les 13 mitrailleuses du B-17 suffisaient à le protéger sans escorte, mais cela s'avéra inexact. Les chasseurs alliés, qui assuraient la protection des formations, n'avaient pas la même autonomie que les B-17 et ne pouvaient les escorter sur toute la distance. Plus tard, des chasseurs allant rayon d'action comme le P-51 Mustang escortèrent les missions, réduisant considérablement les pertes. Le cockpit du B-17 était petit et étroit, avec un plafond bas, obligeant parfois les équipiers à ramper. Les 10 membres d'équipage, portant des combinaisons de vol encombrantes, des masques à oxygène, des gilets par éclat, des casques et des parachutes, avaient en moyenne moins de 25 ans. Leur taux de mortalité était d'environ 20%, soit 50 fois plus élevé que celui de l'infanterie européenne et 10 fois plus que celui de l'infanterie du Pacifique. Le mitrailleur de queue, responsable de la protection arrière, était assis sur un siège de vélocier, à moitié agenouillé dans un espace très exigu. Bien qu'aucune position dans le B-17 ne soit sûre, celle du mitrailleur de queue était considérée comme la pire. Les mitrailleurs latéraux, opérant des mitrailleuses jumelées de calibre 50 aux fenêtres latérales, travaillaient dans un espace très confiné, sans position assise, debout ou agenouillés, appuyés sur leurs armes pour viser et tirer. Les fenêtres ouvertes exposaient au froid extrême, avec une protection quasi inexistante contre les tirs ennemis. En cas de collision ou d'atterrissage avec un train endommagé, les mitrailleurs latéraux risquaient d'être écrasés. Les mitrailleurs de la tourelle supérieure, juste derrière le cockpit, avaient une vue à 360 degrés, mais leur position les rendait très visibles et prioritaires pour les chasseurs ennemis. Quant aux mitrailleurs de la tourelle ventrale, situé sous l'avion dans une tourelle sphérique, il était dans une situation particulièrement oppressante. Cette tourelle exiguë et claustrophobique l'isolait complètement du reste de l'équipage, et en sortir en cas de panique était un cauchemar. Les mitrailleurs de la tourelle ventrale laissaient leurs parachutes dans le fuselage, faute de place, et dépendaient des hydrauliques pour aligner la porte de la tourelle avec le compartiment de l'équipage. Si les hydrauliques étaient endommagés, ils étaient piégés, incapables de sortir, ce qui arriva à beaucoup, restaient coincés jusqu'à l'écrasement ou brûlés vifs. En cas de défaillance du train d'atterrissage, un mitrailleur de tourelle ventrale non évacué pouvait être écrasé par le poids de l'avion. Outre les mitrailleurs, l'équipage comprenait le pilote, le copilote, le navigateur, le bombardier et l'opérateur radio, tous travaillant en parfaite synchronisation. En cas de coup au but, si l'avion restait pilotable, l'équipage évaluait rapidement les dégâts et décidait de la suite. L'option préférée était de maintenir le contrôle et tenter de retourner à la base ou d'atterrir en territoire allié. Certains B-17 rentrèrent sur seulement 2 moteurs sur 4, une prouesse pour un avion non conçu pour cela. En cas de dégâts critiques, le pilote donnait le signal d'évacuation. Les équipiers saisissaient leurs parachutes, se dirigeaient vers la sortie la plus proche et s'aidaient mutuellement pour tenter de sauver tout le monde. S'ils sautaient en territoire ennemi, ils étaient généralement capturés, et dans le Pacifique, les aviateurs capturés subissaient souvent des sorts terribles. Tomber en mer était souvent fatal, sauf en cas de sauvetage rapide, mais toutes les opérations de secours ne retrouvaient pas les aviateurs à temps. Beaucoup d'avions, touchés directement au carburant ou aux bombes, ou trop gravement endommagés, s'écrasaient si rapidement que l'équipage n'avait aucune chance de s'échapper. Si ce sujet vous intéresse, nous pourrons explorer plus en détail les missions de ces aviateurs exceptionnellement courageux dans de futures vidéos.